Didier Drogba, autobiographie d'un joueur engagé. Chapitre 1. Où suis-je chez moi? Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai vécu une existence insouciante. Notre maison était toujours pleine de rires, de gens et de vie. Nous habitions Abidjan, la plus grande ville de Côte d'Ivoire, située sur la côte sud-est du pays. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avons jamais eu l'impression, en tant qu'enfants, de manquer de quoi que ce soit. Cependant, mon père Albert était issu d'un milieu pauvre et avait connu un départ difficile dans la vie avec la mort de son père, le soutien de famille, quand il était petit. Grâce à sa volonté de s'instruire et de réussir, il était parvenu à faire une belle carrière d'employé de banque dans la principale banque nationale, la BICICI, dans le centre d'affaires d'Abidjan. Cela lui avait permis de subvenir aux besoins de sa mère. À ma naissance, le 11 mars 78, il avait également bâti notre maison grâce à son seul travail et sa détermination. Depuis la mort de son propre père, il était devenu le chef de famille. En tant que tel, on attendait de lui qu'il s'occupe non seulement de sa mère, de sa femme et de ses jeunes enfants, dont j'étais l'aîné, mais également de ses 2 sœurs cadettes et de leur famille. Dans la culture africaine, il est de coutume pour le chef de famille d'assumer cette responsabilité, si bien que mes 2 tantes vivaient chez nous avec leurs maris et leurs enfants. Par conséquent, j'ai grandi entouré de cousins, de tantes et d'oncles, ce qui était formidable, car cela signifiait que personne ne pouvait être égoïste. C'est ancré dans notre culture. Nous partageons tout ce que nous avons, qu'il s'agisse de la nourriture, de nos affaires ou de notre toit. À l'heure des repas, par exemple, nous ne nous asseyons jamais sans nous être d'abord demandé qu'est-ce qui manque, qui n'a pas mangé. Et nous appelions les absents pour nous rassurer qu'ils viennent partager le repas. J'ai donc grandi dans un environnement où il était normal de prendre soin des autres, en particulier de ceux qui avaient moins de chance que nous. Ce principe m'a été inculqué par mon père dès mes plus jeunes années et a eu une énorme influence dans ma vie. Il y avait une grande cour devant la maison où nous mangions et où les enfants jouaient. D'autres maisons donnaient également sur celle-ci. Il régnait donc un véritable esprit de communauté. Tout le monde connaissait et respectait ses voisins. C'est ce qui m'a le plus marqué durant ces années. Cette notion de partage et de vie au sein d'une très grande famille élargie et d'une communauté. Je garde aussi un souvenir très vif des visites annuelles de mon oncle, Michel Goba, le frère cadet de mon père. Michel vivait en France et était footballeur professionnel. Le fait de vivre en France lui conférait une sorte de statut divin à mes yeux et à ceux des membres de ma famille. Il arrivait chaque fois chargé de cadeaux, des objets venus de pays lointains et mystérieux, dont je rêvais, et chose plus exaltante encore pour moi, des maillots d'équipe de foot célèbres. Je me rappelle avoir été extrêmement heureux le jour où il a sorti de sa valise un petit maillot de l'équipe nationale d'Argentine. Il avait réussi à s'en procurer un après la Coupe du Monde de 82 en Espagne. J'y tenais tant que je l'ai encore en ma possession aujourd'hui. Michel parlait de sa vie en France et racontait des anecdotes sur sa carrière de footballeur. J'étais fasciné. Et même si je ne comprenais pas grand-chose quant à sa vie quotidienne, je saisissais assurément ce qu'il disait sur le football. Tout petit déjà, je ne faisais que jouer au foot. J'avais bien des jouets, mais à vrai dire, ma seule envie était de taper dans un ballon. Mon oncle venait avec sa femme, Frédéric, originaire de Bretagne, et j'adorais quand elle était chez nous. Michel et elle n'avaient pas encore eu d'enfant, et elle passait des heures à jouer avec moi. Je crois qu'elle m'aimait bien, et ce sentiment était réciproque. Aussi, au cours d'un de leurs séjours, quand j'ai compris qu'ils allaient bientôt repartir, je me suis mis à les supplier de m'emmener avec moi. Avec eux. Mon oncle a fini par suggérer à mes parents que je parte vivre chez eux. Je le traiterai comme mon fils, a-t-il dit pour les rassurer. Mes parents avaient alors 2 enfants, moi et ma sœur Danielle, qui n'était qu'un bébé. Ma mère Clotilde terminait ses études et prévoyait de travailler à la banque à l'instar de mon père.
Ils ont compris que j'aurais de meilleures chances de réussir dans la vie s'ils m'envoyaient en France auprès de Michel et Frédéric. Ils savaient à quel point la vie était dure en Côte d'Ivoire, même pour ceux qui, comme eux, avaient fait des études. Par conséquent, comme beaucoup de parents africains, ils ont volontiers saisi cette occasion d'envoyer leurs enfants, chez un proche en Europe, afin qu'ils débutent bien dans la vie. Même si cela était évidemment très pénible de me voir partir. Mais ils acceptaient la situation, et je me dois d'indiquer que celle-ci est tout à fait courante et normale en Afrique, car ils savaient qu'elle me serait extrêmement avantageuse. J'allais recevoir un enseignement de bonne qualité et être élevé dans le foyer chaleureux et stable de mon oncle et de ma tante. J'étais moi aussi ravi à l'idée de partir, du moins jusqu'à ce que je prenne conscience, alors que nous nous mettions en route pour l'aéroport quelques semaines plus tard, que j'allais réellement laisser ma mère derrière moi, et que je ne savais pas vraiment où j'allais, ni quand je les reverrais, elle et le reste de ma famille. Cette réalité m'a frappé tout à coup, et je me suis rongé les sangs dans la voiture, espérant que le moment de lui dire au revoir ne viendrait jamais. Ce trajet a été atroce. En tant que fils aîné, j'étais très proche de ma mère, qui est la personne la plus douce et la plus gentille qui soit. Dès mon plus jeune âge, elle m'avait surnommé Tito, en référence au dirigeant yougoslave qu'elle admirait beaucoup. Elle me traitait, à certains égards, comme son petit compagnon d'armes. Il lui a donc été affreusement difficile de me laisser partir pour mon voyage vers l'inconnu. Quant à moi, je me souviens seulement d'avoir sangloté au moment de quitter finalement mes parents, ma mère portant Daniel dans ses bras. Je suis monté à bord de l'avion à destination de la France, agrippé à ma peluche préférée, pour qu'elle me tienne compagnie. Le vol a duré environ 6 heures, durant lesquelles j'ai pleuré presque sans arrêt. De temps à autre, l'hôtesse de l'air, chargée de garder un œil sur moi, me demandait comment j'allais, même si c'était assez évident. Ce trajet déstabilisant m'a paru interminable. Et bien que j'ai dormi un peu, j'ai été soulagé quand nous avons enfin atterri à Bordeaux et que j'ai retrouvé mon oncle et ma tante. Quand je repense à cet épisode, et malgré la tournure heureuse qu'ont eu les événements par la suite, je sais très bien que cette expérience m'a profondément affecté. Le déracinement, même s'il est délibéré, laisse son empreinte sur une personne. Et quand cette personne est un petit garçon de 5 ans, qui abandonne tout ce qu'il connaissait jusque-là, sa mère, son père, sa famille, son foyer, cela ne peut qu'avoir une forte influence sur ce qu'il deviendra. J'ai été déraciné, mais je n'ai jamais oublié ces racines, et j'ai pendant longtemps ressenti un besoin brûlant de me les réapproprier. En outre, comme beaucoup de gens contraints de chercher une vie ailleurs et de repartir à zéro, le sentiment inconscient d'avoir perdu la stabilité de ma vie d'avant m'a ébranlé, en dépit de tout l'amour que mon oncle et ma tante me témoignaient en France. Étant donné l'orientation qu'a prise ma vie durant les 10 années qui ont suivi, cette expérience de jeunesse a indéniablement contribué à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Un homme qui a toujours besoin d'être aimé et de se sentir intégré, de s'enraciner et de créer un environnement familial stable. Mon premier foyer, avec mes nouveaux parents, se trouvait à Brest. Mon oncle et ma tante habitaient dans un bon quartier. Mais c'est peu dire que ce fut un choc culturel après Abidjan. Tout était tellement plus gris et plus calme. Par ailleurs, j'étais le seul enfant noir de ma classe, et je me suis donc fait remarquer dès le premier jour. Au moins, ma langue maternelle était le français, et je n'ai donc pas dû en apprendre une nouvelle. Mais tout le reste dans ma vie était inédit. Je devais me faire de nouveaux amis, manger des nourritures inconnues, et d'une manière générale, m'adapter rapidement à mon nouvel environnement. Au bout de moins d'1 an, mon oncle qui jouait jusque-là pour Brest a été transféré, et nous avons déménagé à Angoulême. C'est une ville de province agréable, située à environ 120 km au nord-est de Bordeaux, qui est surtout connue pour son festival international de la bande dessinée, un immense événement annuel mettant à l'honneur cette littérature si appréciée en France. Mais je me trouvais à nouveau déraciné, et contraint de prendre un nouveau départ, de me faire de nouveaux amis, de me réadapter.